En septembre 2022, le Burkina Faso a été secoué par son deuxième coup d'État en moins d'une année, illustrant une instabilité politique persistante qui ébranle le pays depuis plusieurs années. À la tête de ce renversement se trouve le capitaine de l'armée, Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans. Son ascension fulgurante a été marquée par le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir en janvier 2022 en évinçant l'ancien président Marc Roch Kaboré. Dans un contexte de crise sécuritaire aiguë, Traoré a justifié son acte en affirmant que Damiba n'avait pas su faire face à l'insurrection qui ravage le pays, un défi qui semble devenu endémique. La figure d'Ibrahim Traoré a suscité l'attention, non seulement par sa jeunesse, mais aussi par ses nombreux parallèles avec une icône du Burkina Faso, Thomas Sankara. Tous deux partagent des éléments frappants, le même grade militaire, l'accession au pouvoir à 34 ans et un coup d'État contre un régime militaire. Ces similitudes ont alimenté les espoirs de certains Burkinabés qui voient en Traoré une possible incarnation des idéaux sankaristes, prônant justice sociale et souveraineté nationale. Cependant, l'émergence de ce nouveau leader pose de nombreuses questions sur l'avenir politique et sécuritaire du Burkina Faso. Le pays déjà confronté à une montée de la violence djihadiste et à une crise humanitaire sans précédent se trouve à un carrefour crucial. Alors que Traoré promet des changements, le chemin vers la stabilité sera semé d'embûches, tant sur le plan interne qu'international. Ce documentaire nous invite à explorer les ramifications de ce coup d'État, les défis qui attendent Ibrahim Traoré et le spectre de l'héritage de Sankara toujours vivant dans la mémoire collective des Burkinabés. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokoui. Il a fréquenté l'école primaire de sa ville natale et a fréquenté le lycée mixte Dakar-Ville de Bobo Dioulasso, la plus grande ville du Burkina Faso. Contrairement à son prédécesseur et de nombreux autres officiers de la baie du Burkina qui ont embrassé la carrière militaire à l'adolescence, Ibrahim Traoré a suivi des études supérieures. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Il a été durant ses études militant de l'Association nationale des étudiants du Burkinabé, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Il est par ailleurs proche d'associations musulmanes et membre de l'Association des étudiants musulmans. Il sort diplômé avec mention. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, Ibrahim Traoré rejoint le régiment d'artillerie de Kaya et 2 ans plus tard, il est promu lieutenant. Ibrahim Traoré impressionna rapidement ses supérieurs et a été envoyé pour une formation anti-aérienne au Maroc. Après avoir occupé des postes relativement subalternes, en 2014, il a été déployé au Mali en tant que soldat dans le cadre du programme de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA. À titre de rappel, le Mali était sujet à une insurrection rebelle depuis 2012. L'insurrection malienne de 2012, aussi désignée sous le nom de rébellion Touareg ou soulèvement Touareg de 2012 ou guerre de l'Azawad, est un conflit armé qui, au nord du Mali, oppose l'armée malienne aux rebelles Touareg du mouvement national pour la libération l'Azawad et au mouvement salafiste Amsardine, allié à d'autres mouvements islamistes. Elle a été déclenchée le 17 janvier 2012 avec l'attaque de camps militaires maliens dans le nord du pays par des combattants du MNLA et déclenche la guerre du Mali. À son retour du Mali, Ibrahim Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo au Burkina Faso, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. En 2019, il participe à une opération militaire baptisée Otapiano dans l'est du Burkina Faso pour pendant 7 mois. Bien qu'elle ait été présentée comme un succès majeur, cette opération n'a abouti qu'au retrait temporaire des militants de la région et à l'augmentation correspondante des attaques aériennes dans le pays. Ibrahim Traoré a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoy, au Sahel. La région du Sahel s'étend au nord-est du pays. Elle est limitrophe de 3 régions burkinabées du sud-est à l'ouest. Elle est frontalière de 3 régions maliennes au nord et d'une région nigériane à l'est. Les hommes avec qui Ibrahim Traoré a collaboré ont déclaré qu'il faisait toujours preuve de leadership, notamment le fait d'être volontaire, courageux et proche de ses hommes. Ibrahim Traoré a été promu au rang de capitaine en 2020. Il faisait partie des officiers jeunes et démunis qui ne pouvaient s'empêcher de constater l'incapacité de leurs supérieurs à contenir les attaques terroristes au Burkina Faso.
L'insurrection rebelle a eu de graves conséquences pour la population du Burkina Faso. Elle est inspirée par des groupes terroristes qui font ravage dans les régions du nord du Burkina Faso. Les terroristes occupent de vastes étendues de territoire, en particulier dans les campagnes situées au-delà de la portée du gouvernement central. Selon des estimations, le gouvernement contrôle un peu plus de 50% du territoire du pays, un chiffre qui pourrait être inférieur. Les attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, également connus sous le nom de Moudjahidine et Al-Qaïda, et de l'État islamique du Sahel sont en augmentation dans la région du Sahel. Les Moudjahidines basés au Mali et actifs dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest exploitent le manque d'opportunités ainsi que les divisions ethniques et sociales. Au Burkina Faso, les attaques de Al-Qaïda comprennent des enlèvements, des détournements de voitures, des engins explosifs improvisés, des attaques à la roquette et des embuscades dans les régions les plus touchées du Burkina Faso. Enfin, 2021, une crise humanitaire était évidente dans de nombreuses régions du Burkina Faso et un quart de la population était confrontée à l'insécurité alimentaire. À la mi-septembre 2022, plus de 3000 personnes avaient été tuées, soit un tiers de plus qu'en 2021. Toute l'année 2021, au total, quelques 2 millions de personnes ont été déplacées au Burkina Faso. En janvier 2022, un coup d'État militaire mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a renversé le gouvernement civil du président Marc Roch-Kaboré. Le président Kaboré avait été élu en 2015 et réélu en 2020 en remplaçant ainsi Michel Kafando qui a dirigé le gouvernement de transition après la révolution populaire de 2014 qui a évincé Blaise Compaoré à la tête du pays pendant 27 ans. Lorsque Damiba a pris le pouvoir, il a jugé le président Kaboré incapable contre l'insurrection islamique qui sévit au Burkina Faso. Après avoir pris le pouvoir, Damiba a institué le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et a jugé de reconquérir le pays en combattant les insurgés djihadistes et en aidant les 2 millions de déplacés à rentrer chez elles. Le capitaine Ibrahim Traoré est devenu membre du MPRS et a choisi de se soumettre aux ordres de Damiba. En mars 2022, Damiba a promu Ibrahim a priori au poste de chef de l'artillerie du régiment Kaya dans le centre du pays. Mais c'était ironiquement une décision qui aurait apposé les jalons de la propre chute de Damiba. Malheureusement, peu de temps après l'ascension de Paul-Henri Damiba au pouvoir, les attaques des groupes rebelles se sont multipliées au Burkina Faso. Sous le régime de Damiba, la colère commence à monter car les soldats stationnés dans les régions reculées ne recevaient souvent pas leurs soldats à temps. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré est devenu un berceau de mécontentement. Et Traoré lui-même, chargé par ses collègues de canaliser leurs frustrations, s'est rendu à plusieurs reprises à Ouagadougou pour plaider sa cause auprès du président Damiba. Au fil des mois, les soldats subissaient de lourdes pertes, alors que le colonel Damiba et son entourage, assis dans leur confortable bureau climatisé, étaient accusés d'être déconnectés avec la réalité. La désillusion face à la réponse du gouvernement Damiba s'est transformée en colère qui semble s'être cristallisée parmi les soldats en détermination à cesser le pouvoir. Le déclencheur a été l'attaque du 26 septembre 2022 sur un convoi de véhicules transportant des nourritures pour Djibou, une ville située à 200 km au nord de Ouagadougou. Cette ville de 60 000 habitants était assiégée par des groupes terroristes depuis environ 18 mois. Cette attaque contre le convoi qui a été revendiquée par un groupe lié à Al-Qaïda a coûté la vie de 37 personnes dont 27 soldats. La frustration dans le rang militaire était palpable, surtout parmi les plus jeunes membres. Cette défaite de l'armée était imputée à Damiba. Une semaine plus tôt, il avait mobilisé une délégation de 70 personnes pour assister au sommet des Nations Unies à New York. Le président Damiba a fait valoir que son gouvernement faisait certains progrès dans la lutte contre le terrorisme et il a également demandé le soutien de la communauté internationale. Le voyage au sommet des Nations Unies a été perçu au Burkina Faso comme un gaspillage et au mépris total de la grave situation d'insécurité du pays. Dans les jours qui ont suivi, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de nombreux soldats, lésés, s'est rendu à Ouagadougou pour parler avec le président Damiba. Il a demandé une audience avec le président mais n'a jamais reçu de réponse à ce qu'il considérait comme du mépris. Dès lors, Traoré et des officiers de sa génération ont décidé d'agir. Le 30 septembre, des coups de feu ont retenti à Ouagadougou. Les putschistes étaient entrés en action. Vers 20h locales, un militaire béret rouge entouré d'hommes cagoulés et casqués est apparu sur la société de radiodiffusion du Burkina, RTB, en déclarant « Malheureusement, notre commune idée a été trahie par notre leader, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui justifiait notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques.
Cet homme a annoncé que le capitaine Traoré prenait d'ores et déjà la relève du mouvement patriotique de sauvegarde et de restauration, renversant ainsi le lieutenant-colonel Damiba. Ibrahim Traoré a clairement indiqué son objectif de diversifier les partenariats internationaux du Burkina Faso dans la lutte contre le djihadisme. Alors que ce coup d'État particulier se déroulait, au cours des 48 prochaines heures, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont montré qu'ils n'avaient pas peur de la chaleur et qu'ils n'hésiteraient pas à jouer avec le feu. Le capitaine et ses hommes ont accusé publiquement Damiba de s'être réfugié dans la base militaire française pour préparer une contre-offensive. Dans un Burkina Faso brûlant de sentiments anti-français, cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Bien que le gouvernement français l'ait démenti, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour attaquer l'ambassade de France et l'Institut français. Ce qui avait initialement commencé comme un coup d'état de soldats s'est transformé en une insurrection populaire pour sauver le pays d'un prétendu complot soutenu par la France. À la suite de sa prise de pouvoir le 30 septembre, Ibrahim Traoré déclare « Nous ne sommes pas là pour le pouvoir. Nous avons un programme de 12 mois dans lequel nous allons résoudre de petits problèmes logistiques dans le respect des valeurs humaines. » Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la Constitution et déclare Traoré chef de l'État. Il devient alors le premier musulman à accéder au poste depuis le renversement de Saïd Zerbo en 1982. Assurant expédier les affaires courantes, Traoré annonce la décision. Assurant expédier les affaires courantes, Ibrahim Traoré annonce la désignation d'un président de la transition civile ou militaire par des assises le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel. En novembre, il renonce au salaire présidentiel, mais conserve son salaire de capitaine. En février 2023, Ibrahim Traoré annonce des offensives majeures contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril, il décrète une mobilisation générale. En mai, il renforce des partenariats militaires avec des pays tels que la Russie, qui pourraient impliquer la milice Wagner, la Turquie, qui fournit des drones, et la Corée du Nord, envisagée comme fournisseur d'armes. Malgré une intention de s'appuyer sur ses propres forces, le gouvernement organise le recrutement de 3 000 militaires et de 50 000 supplétifs, tout en faisant face à des défis budgétaires dus aux sanctions économiques, nécessitant une hausse des taxes. Ibrahim Traoré, séduisant la jeunesse burkinabé, évoque fréquemment les idéaux de Thomas Sankara, prônant la souveraineté nationale et rejetant l'impérialisme. Sa politique anti-française attire le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Après une tentative de coup d'État en septembre 2023, il demande la protection des militaires russes. En décembre, le nouveau Premier ministre annonce un soutien russe pour réorganiser l'armée, avec l'aide de la Chine et de la Turquie, et signe un accord pour construire une centrale nucléaire. Le 25 mai 2024, lors d'assises de transition excluant les collectifs de la société civile et les partis d'opposition, Traoré prolonge la transition de 5 ans, devenant ainsi président du Burkina Faso. Cependant, le 11 juin, une attaque djihadiste contre une base militaire et des événements ultérieurs révèlent une absence préoccupante de Traoré sur la scène politique. En août 2024, une attaque dans le village de Barsologo fait entre 300 et 400 victimes, soulignant dès lors les défis persistants auxquels son gouvernement est confronté en matière de sécurité. L'avenir nous en dira plus. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Depuis son ascension à l'indépendance en 1960, le Mali a connu 5 coups d'État dont 2 se sont produits en 2020 et 2021 en l'espace de seulement 9 mois. Ils ont tous deux été dirigés par le même homme, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui président par intérim du pays. Il est le nouvel homme fort du pays. Le colonel Assimi Goïta s'est présenté ce mercredi devant les caméras. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Assimi Goïta naît en 1983. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro au Mali. En 2002, Assimi Goïta a été envoyé dans les villes du Nord au Mali pour y suivre une formation. Il était stationné dans diverses villes du Mali, dont Gao, Kidal, Tombouctou. En 2008, Assimi Goïta était le commandant des troupes dans le nord du Mali où l'insécurité djihadiste se préparait.
La traque aux islamistes se poursuit à Gao, cette grande ville du nord du Mali tout juste libérée des djihadistes qui s'en étaient emparés au printemps dernier. Ici, 2 hommes en tenue traditionnelle, accusés d'être des terroristes de Moudjao, sont transportés sur un pick-up pour être livrés aux militaires. L'un d'eux a le visage tuméfié. C'est des Moudjao, ils étaient des islamistes, maintenant ils sont rentrés dans les maisons pour se cacher. Donc dans les flux et trucs, on a pu les assortir pour les donner aux militaires. Assimi Goïta se distinguait dans son rôle de soldat, ce qui lui a valu de nombreuses décorations. Au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons, Assimi Goïta développa une réputation de bravoure et de rigueur, menant plusieurs opérations militaires et après la rébellion Touareg qui a éclaté dans le nord du Mali 2012. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Assimi Goïta et de l'histoire de la rébellion malienne et le contexte dans lequel Assimi Goïta s'est vu sur le fauteuil présidentiel. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Le Mali, ancienne colonie française, est en proie à des violences émanant du nord du pays depuis janvier 2012. Pendant de nombreuses décennies, le Mali a été un État stable et pacifique et présenté comme un brillant exemple de démocratisation réussie dans l'Afrique post-coloniale. La crise actuelle au Mali est une équation compliquée, comprenant des griefs persistants et fondamentaux de la part de divers groupes ethniques. L'un de ces groupes étant le Touareg, le peuple semi-nomade qui vit au nord du Mali mais aussi au Niger, Burkina Faso et en Algérie et Libye. Ils ne représentent pas plus de 10% de la population du Mali. Les Touaregs ont eu un historique de lutte depuis l'indépendance du Mali en 1960. Le Mali dans son histoire a subi une série de rébellions Touareg, résultat d'une lutte pour une plus grande autonomie afin de préserver les modes de vie traditionnels Touareg. 6 révoltes et rébellions armées à dominante Touareg se manifestent depuis celle de 1916 jusqu'à la dernière date en 2012. L'époque 1963-1964 marque une rébellion qui, mal préparée, recèle un caractère épidermique et racial où certains chefs de tribus arabo-berbères, au phénotype et au lécoderme méditerranéen, refusent d'être commandés par des Noirs. Elle se déroule dans un Mali indépendant depuis le 22 septembre 1960 où l'État est en construction. Elle apparaît lors de la création de l'Organisation commune des régions sahariennes, perçue comme une tentative de conserver le Sahara en le séparant de l'Algérie au moment où l'on découvre l'existence de pétrole dans la région de Ouargla, Algérie, et dans un contexte où les États algériens et maliens, se réclamant d'une orientation socialiste, dénoncent l'initiative et refusent de l'intégrer. Sévèrement réprimée par une révolte accusée de génocide, cette révolte marque la mémoire touareg jusqu'à nos jours. De 1990 à 1996, menée par Iyad Agali, leader du mouvement populaire de libération de l'Azawad, MPLA, une autre rébellion intervient dans un contexte de fin et règne de la dictature du général Moussa Traoré, confronté à d'importants mouvements d'opposition qui conduisirent à la chute du régime le 22 mars 1991. Cette dernière était plus structurée que la précédente. L'État malien sous différents régimes a toutefois pu contenir ces rébellions jusqu'en 2012. Cependant, la chute du régime de Mohamed Kadhafi en Libye va rapidement contribuer à rallumer la flamme d'une nouvelle rébellion plus violente et carrément asymétrique. La guerre en Libye a fait l'effet d'un séisme pour les pays du Sahel. Le guide libyen Mohamed Kadhafi avait intégré dans les rangs de son armée d'éléments touareg maliens et nigériens avec un double avantage: nouer des allégeances durables, renforçant sa politique d'influence dans le Sahel et enrôler pour ses projets militaires des combattants expérimentés dans la Légion islamique puis dans des unités spéciales. La progression des rebelles libyens a obligé ces exilés touaregs à trouver asile hors des frontières libyennes. Ils sont donc rentrés chez eux, accompagnés par des touaregs vivants et travaillant depuis plusieurs dizaines d'années en Libye. Or, le retour de ces anciens combattants de Kadhafi a bouleversé le paysage militaire du Sahel. D'une part, durant leur exil, ils ont été formés militairement, parfois au sein de la Légion islamique, et ont développé une identité transcendant des clivages lignagés et structures politiques traditionnelles autour de l'idée d'une nation touareg au fondement mythique. Dès le début des affrontements ayant conduit à la chute du guide libyen,
Les arsenaux sans surveillance disséminés dans le pays par Muammar Kadhafi ont été aisément accessibles aux pillards, aux rebelles et aux trafiquants de tout ordre. Bien plus qu'au Niger, c'est toutefois au Mali que le retour de ces combattants a fait émerger une nouvelle dynamique de contestation et de revendication. La jonction entre les nouveaux venus de Libye et l'aile frère du mouvement Touareg du nord du Mali, d'Ibrahim Agbahanga, rentré de Libye en janvier 2011 après un exil commencé en 2009, donne naissance en octobre au mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Des dignitaires Touareg, auparavant ralliés aux politiques de réconciliation nationale, prennent le maquis, à l'exemple d'Iyad Ag-Agali, chef d'Amsardine, en décembre 2011, tandis que d'autres désertent l'armée malienne. Le 17 janvier 2012, des rebelles Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad attaquent la garnison malienne de Menaka, dans l'est du pays. 2 mois plus tard, le 22 mars, un coup d'État dépose le président Amadou Toumani Touré, tandis que les rebelles dans le nord repoussent les forces armées maliennes de différentes localités. Cela a conduit à l'effondrement de l'État malien dans le nord, permettant au MNLA d'écraser facilement les forces gouvernementales dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Les rebelles ont proclamé un État indépendant dénommé l'Azawad le 6 avril 2012, faisant de Gao la capitale de leur nouveau pays. Mais les rebelles ont été incapables de tenir longtemps dans le nord avant d'en être elles-mêmes délogées par des groupes se revendiquant comme islamistes. C'est ainsi que 2 mois après avoir pris le contrôle de Gao que le MNLA a été expulsé de la ville par des factions djihadistes qui se sont également emparées d'autres villes et villages du nord. Assis derrière sa mitrailleuse, Omar Ould Amaa. C'est l'un des chefs militaires d'Ansardine. Il porte la barbe rousse tinto-aînée comme le faisait le prophète Mahomet et il affiche clairement le programme. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessalit. L'islam, pas plus. L'indépendance, c'est l'islam. C'est ça la vraie indépendance. Les djihadistes ont continué la lutte contre l'État central et toute présence étrangère. Plus tard, les troupes françaises ont aidé l'armée malienne à reprendre la ville de Gao. La stabilité au Mali était cruciale, car tout conflit dans le pays menaçait les intérêts économiques français, dans le pays ainsi que dans les pays voisins tels que le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Mali est le 3e producteur d'or d'Afrique et possède également d'autres ressources naturelles. L'importance du Mali apparaît clairement lorsque l'on prend en compte la présence de mines d'uranium à l'intérieur du Niger qui, au fil des années, ont approvisionné les centrales nucléaires françaises. Ces mines sont situées à proximité de la frontière entre le Mali et le nord du Niger. Avant le conflit de juillet 2023 dans les mines d'uranium, le pays fournissait 50% des matières premières des centrales nucléaires françaises. La mission d'intégration multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été créée en avril 2013 après que la crise de sécurité soit devenue incontrôlable. La mission était composée d'environ 177 000 personnes et son mandat comprenait également la documentation et l'enquête sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ainsi que la protection des civils contre les attaques. En 2015, le gouvernement malien et les dirigeants terroristes ont signé l'accord de paix d'Alger pour mettre fin à la rébellion séparatiste. Mais l'accord n'a été que partiellement mis en œuvre et le Mali, même avec le soutien des missions internationales, a depuis lors eu du mal à contenir l'insurrection islamique. Pendant plusieurs jours, les dirigeants Touareg ont tenu des réunions avec des chefs de tribus, des oulémas, des femmes et des jeunes. Ils ont débattu de l'accord d'Alger qui ne fait pas l'unanimité à Kidal. Nous n'avons pas refusé de paraffer ce document, mais nous avons simplement dit que ça n'enfreint pas les aspirations du peuple. Les aspirations du peuple ne sont pas dans ce document. Si nous acceptons un accord bâclé, tant pis pour nous. Et si nous résistons pour avoir un accord normal qui va amener la quiétude et la paix chez nous, c'est à notre avantage. La propagation du djihadisme a atteint le centre du Mali ainsi que le Burkina Faso voisin et aujourd'hui le Niger. L'insécurité et le niveau de vie au Mali se sont aggravés. Près de la moitié des Maliens vivent dans la pauvreté et tout comme au Burkina Faso, les groupes armés peuvent facilement recruter des jeunes désœuvrés et mécontents du niveau de vie du pays et du manque d'emploi. En 2015, suite à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu,
Dans la capitale Bamako, Assimi Goïta a été chargé de la coordination des opérations spéciales au sein du ministère de la Défense jusqu'en août 2020, où il dirigeait les forces spéciales dans le centre du Mali, où la guerre contre les djihadistes est devenue la plus dure. En juillet 2020, des manifestations protestant contre le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta ont éclaté au Mali. Sur la place de l'Indépendance à Bamako, une foule compacte, des milliers et des milliers de personnes. Un constat que partagent ces manifestants et que l'on retrouve dans leur slogan explicite « Ibeka dégage » ou encore « 7 ans de monarchie, ça suffit ». Ce rassemblement répond à l'appel de 3 partis, dont le mouvement Espoir Malikoura de Cheikh Oumar Sissoko et la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, le cinéaste et l'imam wahhabite, une alliance comme on n'en voit qu'en politique lorsque les intérêts convergent. Les manifestants ont accusé le gouvernement de corruption et d'incapacité à maîtriser et éradiquer la rébellion armée dans le nord. C'est dans cette tournure qu'Assimi Goïta a attiré l'attention internationale. Dans la soirée du 18 août 2020, il est apparu à la télévision d'État pour annoncer l'arrestation du président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, sous la bannière du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Ce comité promet d'offrir au Mali un avenir plus démocratique et plus prospère suite à la protestation populaire généralisée. Cependant, la communauté internationale et la France ont menacé de prendre des sanctions économiques contre le nouveau gouvernement à moins que le pouvoir civil ne soit rétabli. En réponse, le 20 septembre, les dirigeants du CNSP ont nommé des civils avec comme président Bandaou et Mokhtar Ouane comme premier ministre. Assimi Goïta a été nommé vice-président. Nouveau président de la transition, Bandaou, un colonel à la retraite de 70 ans, n'est pas très connu du grand public malien. Sur ces images tournées en 2014, il est aux côtés du ministre français Jean-Yves Le Drian. À l'époque, Bandaou était ministre de la Défense, il l'a été seulement quelques mois. Le chef de la junte, Assimi Goïta, a annoncé sa nomination par un collège composé de militaires, d'opposants et de membres de la société civile. Le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandaou. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le gouvernement nominalement civil était censé réformer la constitution et organiser des élections dans les 18 mois. Le vice-président Assimi Goïta avait reçu le pouvoir de décider des postes ministériels dans le nouveau gouvernement avec la responsabilité directe de la défense et de la sécurité, ce qui a permis à l'armée de contrôler virtuellement le gouvernement civil. Le vice-président Assimi Goïta, bien que la plupart du temps hors du pouvoir et des élus publics, est rapidement devenu le point de contact des gouvernements étrangers avec le gouvernement intérimaire. Il insisterait sur l'engagement à lutter contre le terrorisme et sur le retour au régime civil. Cependant, le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane, se caractérisant par la mise à l'écart de certains membres de l'ex-CNSP, Bandaou, le président, le premier ministre Mokhtar Ouane et le ministre de la Défense désignés sont interpellés puis conduits sous escorte militaire au camp de Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le premier ministre qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité qui étaient jusqu'alors ses alliés Camara et Koné. Bandaou annonce formellement sa démission le 26 mai au médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Il est libéré dans la foulée. Avec ce coup d'État, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle déclare celui-ci président de la transition jusqu'au terme de la période transitoire. Les actions des militaires ont été largement condamnées par les organisations sous-régionales et internationales. L'absence d'un calendrier précis pour un retour à un régime civil a rendu furieuse l'ancienne puissance coloniale, la France, ainsi que la CEDEAO, qui a procédé à l'institution de sanctions contre le Mali. La France a exigé un retour à un régime civil et a annoncé plus tard que les soldats français se retireront dans la lutte contre les insurgés au Mali, si leur décision n'était pas respectée. Assimi, qui s'était engagé à respecter le calendrier des élections de février 2002, a prêté serment en tant que président par intérim le 7 juin 2021.
Depuis qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir, l'influence de l'ancien maître colonial s'est progressivement dégradée. En janvier 2022, l'ambassadeur de France a été expulsé en raison de propos hostiles et scandaleux et commentaires de la France contre le gouvernement. En février 2022, la France a annoncé qu'elle retirerait ses troupes du Mali. La détérioration des relations entre la France et le Mali s'est également accélérée lorsque l'armée malienne a resserré ses liens avec la Russie en faisant appel à des instructeurs militaires russes et le groupe mercenaire Wagner. Le déploiement de ces groupes a commencé en décembre 2021 avec environ 1000 combattants du groupe Wagner dans des bases réparties dans une partie du pays avec des lots d'équipements russes. Cette relation du groupe Wagner avec le Mali a été condamnée par les États-Unis ainsi que par d'autres pays européens. Peu après l'installation des forces Wagner, le Conseil européen a adopté des mesures restrictives contre Wagner ainsi que contre des individus liés à l'entité. Il convient de préciser que les relations entre le Mali et la Russie sont toujours autant fortes. Le 2 octobre 2023, le président russe Vladimir Poutine a discuté du commerce et de la sécurité avec le président Assimi Goïta lors de leur conversation téléphonique en moins de 2 mois. La fréquence des contacts de Poutine avec Assimi Goïta montre le vif intérêt de la Russie pour la construction de son influence au Mali et dans le reste de la région du Sahel. Au même moment, en juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la dissolution de la présence de la MINUSMA au Mali. Cette annonce de la retraite du MINUSMA au Mali était attendue après que le gouvernement malien a révoqué son consentement à accueillir une mission de la MINUSMA le 6 juin 2023. En juillet de cette année-là, le gouvernement militaire du président Assimi Goïta a adopté une nouvelle constitution qui renforce le pouvoir du président et les forces armées. Dans le cadre de cette nouvelle constitution, le président par intérim Assimi Goïta peut désormais dicter la politique du gouvernement et a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Cette constitution rétrograde le français du statut de langue officielle à celui de langue de travail. L'élection présidentielle visant à transférer le pouvoir au régime civil était prévue pour 2024. Mais il y a peu, le gouvernement malien a déclaré que les élections seraient retardées pour des raisons techniques, notamment des problèmes liés à l'adoption de la nouvelle constitution et la révision des listes électorales. Le temps nous informera sur le reste de la situation. C'est la fin de notre documentaire. Merci et à la prochaine.